pareil, la région médullaire, toujours, avec des cordons anastomosés et des capillaires sinusaux. Toujours pareil, les capillaires et cordons cellulaires anastomosés. Alors, un mot concernant la trame du support. Donc, c'est une trame qui est formée par des fibres de réticuline. Donc, des fibres de réticuline. Nous verrons tout à l'heure que le début, c'est une trame épithéliale. Là, c'est un parenchyme, bien sûr, de la rate. À la rate, là aussi, c'est un organe lymphoïde. Organe lymphoïde par la présence des follicules primaires et secondaires. Alors, c'est l'organisation de ces follicules, ou bien l'organisation du tissu lymphoïde, qui accompagne en quelque sorte les ramifications de la circulation sanguine. Alors, toute artère est entourée par un manchon lymphoïde. Alors, si on fait une coupe transversale, nous avons justement ces taches. Regardez les taches dans le colonne. Généralement, ils sont autour d'une petite artériole. Là aussi, regardez. Alors, bien sûr, vous avez également, on peut assister à la présence des follicules primaires et secondaires, tout dépend bien sûr de l'emplacement de l'organe par des antigènes. Tout ça, c'est le tissu lymphoïde. Bien sûr, le reste, c'est bien sûr le parenchyme splénique qui est formé par les cordons luminoros et les capillaires sinusaux. Alors, je crois que j'ai des diapos de formosisme. Je suis un petit peu compris. Alors, vous avez bien sûr reconnu donc un nodule lymphoïde et même un nodule secondaire avec une artériole qui est excentrée, il n'est pas au centre, regardez. L'artériole donc excentrée, entourée par donc un nodule lymphoïde. Bien sûr, tout ça forme ce qu'on appelle le corpuscule de Malpighi. Le corpuscule donc de Malpighi qui donc, si vous voulez, c'est un manchon lymphoïde avec une artériole excentrée. Une artériole donc excentrée, regardez. La colonne de lymphocyte pratiquement en périphérie, le centre est clair. Sinon, à côté, vous avez bien sûr les cordons globuleux, les cordons cellulaires globuleux anastomosés, séparés par des capillaires sinusaux. Pareil, ici, vous avez les cordons globuleux et les capillaires sinusaux. Donc, c'est très bien visible. Avec ici les capillaires sinusaux, regardez, et les cordons globuleux, l'ensemble des cellules ici, qui forment donc le parenchyme splénique. Là, vous avez donc une coupe transversale qui est sagittale au niveau d'un thymus. Là aussi, le thymus, il montre, c'est un organe encapsulé. Il montre également deux régions, une région corticale ici, et bien sûr une région centrale, une région donc médulaire. D'accord? Donc on peut identifier ici deux régions, une région corticale et bien sûr une région médulaire, ce qui est caractéristique au niveau du thymus, absence totale de follicules. On ne parle plus ni de follicules primaires, ni de follicules secondaires. Mais on parle plutôt de zone médulaire et zone corticale. Là, vous avez bien sûr la zone médulaire, la zone donc médulaire ici, claire, et elle est centrée par justement le corpuscule de la salle. C'est un lieu, donc, ça vous savez, lieu de dégénérescence, bien sûr, de la trame épithéliale, des cellules épithéliales. On peut noter la présence, bien sûr, de kératine au centre de corpuscule de la salle, et ça confirme que notre trame est une trame épithéliale et non pas une trame réticulaire. Pareil ici, regardez, toujours pareil, vous avez la région médulaire avec le corpuscule de la salle au centre. Et là, c'est un lieu de dégénérescence de tout, bien sûr, de toutes les cellules de la trame. Pareil ici, toujours, les corpuscules de la salle, regardez. On peut voir plusieurs dans la même région. Alors, si vous voulez, pour les organes lymphoïdes, on passe justement au chapitre suivant. Les organes d'essence, rapidement, là vous avez la muqueuse olfactive. Alors, cette muqueuse olfactive, elle présente donc, lorsqu'on dit muqueuse, vous êtes obligé de définir deux choses. L'épithélium et le chorion. Donc, la muqueuse formée par l'épithélium et le chorion. L'épithélium est pseudostratifié cilié. Et les pseudostratifiés ciliés, regardez ici. Alors, et à l'intérieur de l'épithélium,
on note la présence des cellules olfactives principales. Des cellules olfactives principales, c'est-à-dire que votre organe de sens, c'est un organe de sens primaire, puisque la cellule principale, elle est carrément en surface. Sinon, en dessous, bien sûr, vous avez un chorion qui présente un certain nombre de glandes. Et ainsi, vous avez déjà défini la muqueuse olfactive. Un autre organe de sens, bien sûr, vous avez ici les bourgeons du goût. Les bourgeons du goût se situent essentiellement au niveau de face latérale de la partie calicipale. Vous avez le valable de part et d'autre. Les faces latérales ici, vous avez bien sûr qui présentent des taches que vous voyez ici. Ce sont bien sûr des taches des bourgeons du goût. Alors, à ne pas confondre bien sûr ici avec les taches que vous voyez ici. Ce sont les axes secondaires de la papille, les axes conjonctifs de la papille bien sûr calicipale, c'est 40 vert. Alors là aussi, vous avez la papille calicipale, avec de part et d'autre ici, de face latérale, on note la présence justement de ces bourgeons du goût, cette formation claire ici dans l'épithélium. Par contre, ici, si vous voulez, le goût, la gustation est un organe de sens secondaire, puisque la cellule principale n'est pas située en surface, mais on note la présence de cellules accessoires de la gustation, et non pas la cellule principale. La cellule principale est située dans le ganglion. Si bien que notre organe est un organe de sens secondaire. Toujours pareil, si vous avez ici l'ensemble du bourgeon du cou avec des cellules, là on note la présence de deux types de cellules claires et cellules de sang, d'accord? Les cellules sensorielles, les cellules claires sont des cellules de soutien avec le corps gustatif ici, qui s'ouvre carrément dans la cavité buccale et au contact directement avec. Là aussi, vous avez le bourgeon du cou avec les cellules claires et les cellules de sang, d'accord, avec le pôle gustatif. Donc le pôle gustatif ici, non. Et les cellules sensorielles de la gustation sont des cellules accessoires et non pas des cellules principales. Troisième organe de sens, c'est bien sûr la rétine visuelle, avec ici une coupe au niveau du globe oculaire qui montre les droits unis. Rappelez-vous les droits unis, la sclérodie, la choroïde et la rétine. Alors déjà, à ce moment, vous pouvez déjà voir, si jamais vous avez cette diapo, vous dites que la rétine est considérée comme un organe de sens tertiaire, puisque j'ai déjà trois niveaux de noyaux. Regardez, j'ai déjà les noyaux. Premier groupe de noyaux ici, des corps hépatonés. Deuxième groupe, ce sont les noyaux des cellules bipolaires. Le troisième groupe, ce sont des cellules, bien sûr, ganglionnaires. Les cellules principales de la vision sont situées en troisième position, donc votre organe de sens est bien sûr tertiaire. Par ici, je rappelle que la rétine, nous avons identifié, rappelez-vous, pendant les séances de TP, nous avons identifié les 10 couches. Les 10 couches au niveau de la rétine. Nous commençons bien sûr par la couche pigmentaire, la couche pigmentaire, la couche des corps hépatonés, la limitante, et ainsi de suite. Vous vous rappelez les différentes couches, vous avez 10 couches ici. Regardez, les 10 couches de la rétine, mais ce qui est quand même remarquable ici, c'est justement, ce qui est remarquable, c'est les trois niveaux de noyau des corps hépatonés, noyau des cellules bipolaires et noyau des cellules ganglionnaires, et c'est l'axone bien sûr, des corps hépatonés qui va se rendre bien sûr au ganglion de la vision, en relation bien sûr avec le cortex. Toujours pareil, ici vous avez les cellules visuelles, un corps hépatonné, donc cellules visuelles dans le corps hépatonné, donc vous avez ici la couche pigmentaire, les dendrites modifiés, qui sont des dendrites modifiés, en corps hépatonné. Et vous avez ici les corps cellulaires qui sont des cellules à corps hépatonné. Alors, pour le premier chapitre. Alors ici, vous avez identifié, là c'est une diapo qui est quand même, là vous êtes
vous n'avez pas de gens du tout, là, il faut s'attendre à une défaut comme ça, avec les différentes couches. Alors nous commençons aussi par la couche la plus périphérique qui monte ici. Qui monte ici, c'est la couche. C'est la couche pigmentaire, la zone de la débutante, bien sûr, la déclin. Vous avez une zone de synapse ici, le plexiforme, les cellules donc des bipolaires, une autre zone de plexiforme, les grains, plutôt les ganglionnaires, et les fibres donc du nerf optique, et vous avez une limitante interne. Toujours pareil, la rétine, avec ici la sclérotique, les choroïdes, la zone choroïde. Donc là, vous avez bien sûr la rétine avec bien sûr les différentes couches. C'est chaud? Français. Alors ici, pareil, hein? Alors, les deux points particuliers que vous avez certainement reconnus, là, c'est pas la peine d'insister. Bien sûr, c'est le point là, le pas de nervie. Là, vous avez interruption pour faire partie, pour laisser le passage, bien sûr, on a dit, absence, bien sûr, dans cette région, absence, bien sûr, de cellules photosensibles, comme les pathologies, donc absence de visite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle point. Une autre région qui est caractéristique, c'est la jonction entre la rétine visuelle et la rétine ciliaire, ce qu'on appelle l'aura serrata. L'aura serrata, c'est cette région, la jonction entre la rétine visuelle derrière et la rétine ciliaire. Ce qu'on appelle donc l'aura serrata. Des points particuliers. Là, on a un autre point particulier au niveau de la rétine, le fond de la centralis, rappelez-vous. C'est une région avec une visibilité directe. Là, parce que vous avez une zone intermédiaire qui manque ici, c'est la zone des cellules bipolaires. Regardez, ici c'est la zone des deux côtés. Mais vous avez le contact direct avec les cellules ganglionnaires, avec directement les cellules à câble. Une visibilité directe dans cette région. Toujours pareil pour la centralis. Là, bien sûr, vous avez reconnu, qu'est-ce que vous avez reconnu? Vous avez reconnu, bien sûr, une coupe transversale bien sagittale, et au niveau, bien sûr, du limaçon osseux, qui contient du limaçon membraneux. Et là, vous avez, bien sûr, vous avez ici donc les deux tiers, les deux tours, 3 quarts de spire au niveau du limaçon osseux, dans lequel vous avez le limaçon membraneux. Au niveau, bien sûr, de l'oreille interne. Toujours pareil, limaçon osseux, donc une coupe au niveau de limaçon osseux, dans lequel vous avez, bien sûr, le limaçon membraneux. On va voir maintenant l'organe. Alors, donc, bien sûr, les dimensions en design. Bien sûr, vous avez ici les trois rampes, la rampe tympanique ici, rampe cochléaire et rampe vestibulaire. Les deux sont séparés ici par la rampe vestibulaire. Vous avez ici la rampe basilaire sur laquelle vous avez l'organe de Corti, rappelez-vous, c'est bien sûr l'organe de l'audition. L'organe de l'audition, on va voir en détail cet organe de l'audition. J'espère que j'ai mis le pot. L'organe donc de l'audition, avec ici la membrane pectorale qui pose directement sur les cils et cellules ciliées. Donc vous avez donc ici, au niveau de l'organe de Corti, qui repose sur le nerf basal ici, et moi la membrane basilaire ici. D'accord? Alors il faut donc par des cellules de soutien et des cellules sensorielles accessoires là aussi. Et l'audition est considérée comme
une reconnaissance secondaire. Toujours pareil, toujours l'organe de Corti, qui repose donc sur la membrane basilaire. La membrane tectoriale normalement peut être reposée sur l'organe de Corti. Les trois rampes, ici vous avez la vestibulaire, la rampe cochléaire, la rampe tympanique et la membrane donc basilaire. Alors en face, vous avez certainement reconnu bien sûr, la strie vasculaire. Et de l'autre côté, vous avez ici le ganglion de Corti, dans lequel vous avez les cellules principales de l'audition en relation avec ces mêmes briques, avec les cellules accessoires au niveau de l'oreille de l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle secondaire. Alors là, vous avez ici les formations qui sont impliquées dans l'équilibration. Les ampoules, ici vous avez l'ampoule ici qui forment pas des cellules sensorielles accessoires avec des cellules de soutien, avec l'épithélium. Il est donc ici donc l'épithélium est cubique simple. Après il va devenir donc pseudostratifique avec des cellules ciliées et des cellules sensorielles, des cellules donc des cellules de soutien, des cellules sensorielles. Les cellules sensorielles sont des cellules ciliées. Au-dessus, vous avez ici donc une membrane autolytique. Rappelez-vous cette membrane autolytique qui bien sûr qui est très riche en les autolytes, finalement ce sont des carbonates de calcium qui posent donc sur les cellules ciliées, et le mouvement de cette membrane autolytique ici va donc écraser les cibles des cellules ciliées, d'où création bien sûr de nerf nerveux qui va donc acheminer pour se rendre bien sûr au ganglion de Corti. Donc, les zones principales de l'équilibration, ici créées dans l'organe de Corti. Deuxième structure, la première structure. Il y a une autre structure également de l'équilibration, c'est bien sûr les crêtes. Les crêtes ampulaires, les crêtes saculaires, dans le tribule, situé dans le sacule du tribule, bien sûr, des canaux semi-circulaires. Vous avez ici donc l'épithélium simple, et après, au niveau donc de la crête, vous avez l'épithélium. Un épithélium pseudostratifié avec deux types de cellules sensorielles, ciliées, et des cellules, donc des cellules de soutien. Alors au-dessus, vous avez bien sûr, si vous voulez, une structure sous forme de chapeau ici, d'accord? Au niveau donc de la crête, ampulaire. Ce sont les deux organes, ce sont les deux structures de l'équilibration. Alors les terminaisons nerveuses au niveau de la peau, là vous avez donc le corpuscule de Mester, au niveau des papilles au niveau de la peau. Deuxième structure, c'est bien sûr le corpuscule de Pacini, d'accord? Au niveau donc de la peau aussi. Toujours pareil sur le corpuscule de Pacini, qui est centré par une fibre aminique, une fibre qui affecte l'organe par la capsule, elle perd sa gaine de milli, elle se ramifie à l'intérieur de la structure. Donc avec entre les cellules lamellaires du corpuscule de Pacini. Alors nous allons maintenant les deux derniers chapitres, bien sûr, ce sont des appareils génitaux. On va parler d'appareils génitaux masculins avec ici une coupe qui montre bien sûr des sections transversales, bien sûr des tubes similitaires, bien sûr d'un testicule prépubértaire, on s'approche ici de la puberté, puisque on commence déjà à avoir une lumière à l'intérieur des tubes similitaires. Alors ces tubes similitaires, c'est à l'intérieur des tubes similitaires qu'on va donc assister au déroulement de la spermatogenèse. À l'extérieur, bien sûr, vous avez ici un tissu conjonctif lâche très vascularisé, dans lequel on peut identifier les cellules thyroïdiques. Rappelez-vous, les cellules thyroïdiques sont bien sûr le support de la fonction endocrine du testicule. Je rappelle que la fonction exocrine est assurée par les tubes similitaires, si bien que le testicule est une glande